Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et vos chaînes locales de la TNT. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. Avec à la une tout d'abord l'inquiétude des éleveurs et producteurs de foie gras landais. Ils subissent encore les conséquences de la grippe aviaire de l'hiver dernier. Toute la filière est touchée. Reportage à suivre de la rédaction de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Ils n'en pouvaient plus d'attendre. 2 danseurs des Vosges ont décidé de rendre hommage à leur passion, la danse. Ils ont tourné un clip qui connaît un joli succès sur Internet. Vosges Télévisions a rencontré ces passionnés de danse. Et puis en fin de journal, nous parlerons des richesses du nord de la France. 3 journaux, Le Courrier Picard, Paris-Normandie et Nord Littoral viennent de publier un magnifique hors-série, Côté mer. Plus de 40 sites se sont à découvrir de Dunkerque à Cabourg. En fin de journal, nous vous les présenterons. Nous ouvrons ce journal avec les difficultés d'une filière, celle du foie gras landais, après l'épisode de grippe aviaire qui a frappé la région l'hiver dernier, où 3,5 millions d'animaux, des canards, ont dû être abattus dans le secteur. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, les producteurs font face à des problèmes d'approvisionnement. Et si les éleveurs ont été particulièrement impactés, l'inquiétude se porte aussi désormais sur les entreprises qui travaillent en amont et en aval des élevages. Explication de Franck Poirot pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Les tables de travail sont quasiment vides. La maison Lafitte à Montaut, dans les Landes, tourne au ralenti depuis plusieurs mois. Sur les 200 salariés de cette société spécialisée dans la production de foie gras et la transformation de canards, seulement une 50aine d'entre eux travaillent ponctuellement. Entre les abattages préventifs et administratifs, les vides sanitaires imposés durant plusieurs mois aux éleveurs, cette société n'a quasiment pas de matière première à travailler. Une situation qui inquiète son dirigeant, à la fois pour l'approvisionnement de ses clients, mais aussi pour ses salariés. Il craint d'en perdre définitivement une partie, faute de travail à leur donner. Nous, quand on trie du foie, on connaît nos clients, on sait ce qu'ils veulent. Nos salariés savent faire ça. Si on perd ce genre de compétences, ce ne sera pas facile à remplacer. La Chambre de commerce et d'industrie des Landes est elle aussi inquiète pour le devenir du tissu économique local. Entre les écloseries, les transporteurs, les abatteurs et les transformateurs conservateurs, près de 290 entreprises des Landes, qui travaillent en amont et en aval des élevages, rencontreraient des difficultés actuellement. Si on était dans une zone périphérique de métropole, je ne serais pas forcément des plus inquiets. On sait qu'il y a une capacité de rebond sur d'autres activités extérieures qui ferait que pour les salariés, ça ne serait pas trop préjudiciable. Ici, en milieu rural, lorsqu'on perd une entreprise, on perd la vie rurale, on perd la vie d'un village. Des aides publiques à la trésorerie et de compensation des pertes d'exploitation pour les entreprises touchées viennent d'être mises en place. Elles ne régleront pas toutes les difficultés rencontrées par cette filière landaise du foie gras. Il faut remonter à 2018 pour trouver une année d'activité normale. La filière foie gras landaise, tous métiers confondus, pèserait près de 25 000 emplois dans les Landes. Dans le Sud-Ouest toujours, zoom à présent sur une tendance elle aussi inquiétante pour la culture et l'économie locale. Entre 2013 et 2018, l'Occitanie, premier vignoble de France en termes d'hectares, a vu ses surfaces chuter de 30%. Les explications varient, difficultés financières, primat à l'arrachage ou encore réchauffement climatique. Comment l'Occitanie fait-elle pour adapter ses 270 000 hectares de vignes? Élément de réponse avec ce reportage long format de la rédaction de Via Occitanie sur place. Souvenez-vous la terre, il y a 3 ans, les feuilles cramées par la sécheresse et des vignerons effarés. Moi personnellement, depuis que je travaille, je n'ai jamais connu une aussi longue période où on ne peut vraiment rien faire dans les vignes. Toute l'Occitanie était touchée par un épisode de sécheresse qui a duré plus de 6 mois. En 2018, voilà ce qui reste de la surface viticole en Occitanie, 270 000 hectares. En 5 ans, la surface a diminué d'un tiers. Conséquence des difficultés financières, des primes à l'arrachage ou encore du réchauffement climatique. Aujourd'hui, les solutions sont là. Il y a à l'intérieur donc une sonde température extérieure et humidité de l'air. Sébastien ne peut plus se passer de ce boîtier. Lui qui a repris les parcelles familiales dans le Tarn a installé il y a 2 ans cet engin de mesure relié à un ordinateur. Et ils arrivent sur un site internet. On peut voir ici les petites montagnes, c'est l'humidification de feuilles. Plus que vous comprenez quelle est la correspondance entre les données et ce qui se passe dans le champ, mieux vous allez être à pouvoir lire les données et puis anticiper les problématiques. Résultat, depuis 2 ans, Sébastien utilise 25% de produits phytosanitaires en moins et diminué de 15% ses besoins en eau pour entretenir sa vigne. Sébastien a aussi pris conscience qu'il devait faire pousser un tapis herbeux entre ses rangs pour conserver l'humidité. Une idée que Bruno cultive depuis des décennies à l'autre bout de l'Occitanie.
pour son rosé des sables de Camargue. En 2019, le viticulteur converti en bio démarre alors l'expérience de faire pousser cette herbe toute l'année sur 8 hectares de vignobles. C'est une façon naturelle et très simple de préserver la ressource en eau, d'éviter l'évaporation. Après, il y a différentes adaptations possibles, le choix des cépages, l'utilisation du goutte à goutte. Vous l'aurez donc remarqué, en Occitanie, première région bio de France, nos vignes sont beaucoup plus vertes qu'ailleurs. Profitons des éléments qui nous entourent pour préserver nos vignes. Comme le soleil, plutôt que de le subir, Pierre a préféré s'en servir. Cet exploitant viticole pratique l'agrivoltaïsme. Grâce à cette ombre pilotée automatiquement par algorithme, Pierre diminue le taux d'évaporation de la vigne de l'ordre de 20 à 25%. Si le réchauffement persiste, il est évident que soit on va changer les cépages et planter des cépages plus adaptés à ce type de température, soit si on veut garder les cépages autochtones de chez nous, il faudra prendre des mesures. Alors prenons des mesures. Chacun est mobilisé. C'est aussi l'initiative du projet Reconquesta Côte-Vermeille qui jouit d'un panorama splendide avec ses cultures en terrasse au bord de la Grande Bleue. Ici, le climat est doux, tout comme son vin. Mais le domaine qui produit du Banyuls perd chaque année 50 hectares de parcelles à cause du dérèglement climatique. Est-ce que l'avenir ne serait pas de délocaliser les vignes et de remonter vers la fraîcheur ? Les vignerons ont décidé de faire grimper leurs cépages au château de Kéroch. Il y a un grand mouvement, allez voir sur certains terroirs, je pense aux terrasses du Larzac, où beaucoup de vignerons sont en train de planter un peu plus haut, donc monte un petit peu plus. Et on va expérimenter à 600 mètres. Cette étude devrait aboutir à un cahier des bonnes conduites pour vivre plus sereinement l'avenir, car des experts prévoient d'ici 2050 une diminution de 68% de la surface des terres européennes actuelles dédiées à la culture de la vigne. Les vignerons n'appréhenderont plus jamais le ciel de la même façon. Tout à fait autre chose, construit en 1948, le casquelot, le cachalot en danois, est un habitué de la rade de Brest. Après les fêtes nautiques de 2008 et de 2016, il revient dans la cité bretonne sous pavillon français avec une nouvelle mission, offrir aux étudiants et aux jeunes actifs une expérience inoubliable en leur apprenant la vie à bord. Le voilier espère accueillir à terme chaque année 9000 scolaires pour leur donner une autre image de la mer. Reportage de Christophe Boucher pour la rédaction de TBO et de TB Sud, les chaînes du groupe Le Télégramme sur place. 47 mètres de long, 2200 mètres carrés de voilure et une capacité d'embarquement à la journée de 100 personnes. Le Français sur l'eau est tout bonnement majestueux. Cet ancien voilier danois vit une seconde jeunesse, la vocation de ce 3 mois qui bat pavillon tricolore depuis 2018, devenir un navire école. On vise des jeunes entre 18 et 25 ans, les jeunes qui viendront avec nous à faire du car, à faire de la barre, à faire toutes les tâches multiples et variées qui peut y avoir sur un grand voilier comme le Français. C'est l'école de la vie et celle des gens de mer que souhaite inculquer Patrice Lourd aux jeunes stagiaires, une expérience unique qui forge un caractère. Le but n'est pas d'en faire des marins, le but est d'apprendre aux jeunes qui vont le savoir-être, savoir-vivre ensemble, le respect des uns, le respect des autres. Et la mer, MER, est la meilleure éducatrice possible. Parce que si vous ne respectez pas les fondamentaux du savoir-être, savoir-vivre ensemble, on vous remet à niveau rapidement. Un séjour sur un 3 mâts n'est pas une expérience en vase clos, mais bel et bien une ouverture vers l'autre et sur le monde qui nous entoure. La vie ensemble, mais aussi la vie avec l'environnement et la planète. Et il n'y a rien de tel qu'un voilier pour parler de tout ça. Si aujourd'hui seules 16 personnes peuvent dormir à bord, à terme une quarantaine pourront profiter d'un tel coucher de soleil et d'une nuit en mer sous les étoiles. Tout à fait autre chose maintenant, des fourmis plein les jambes, ils voulaient crier leur amour et leur passion à la danse. Pierre Jacot et Mélodie Gollet sont vosgiens et après plusieurs mois de frustration due au coronavirus, privés de scène et d'entraînement, ils ont enregistré un clip pour exprimer leur envie de spectacle. Et leur vidéo enregistre déjà un beau succès avec plusieurs milliers de vues sur les réseaux sociaux. À Épinal, Aurélie Colombel et Léa Turquier pour Vosges Télévisions les ont rencontrés. Regardez. Alors que je suis sûre de moi, je te donne tout ce que j'ai, alors essaie de voir en moi que je t'aime. Comme un cri d'amour, privés de danse et de spectacle, Pierre Jacot et Mélodie Gollet ont enregistré ce clip à Remiremont. Un message positif
après ces derniers mois d'enfermement. Pour moi, c'est vraiment tout. De pouvoir m'exprimer avec mon corps, de pouvoir rencontrer plein d'autres personnes, parce que c'est aussi une culture, le partage, le respect. C'était vraiment un appel en mode coucou, on est encore là, on existe et voilà, on veut déclarer à nouveau notre amour pour la scène et on est toujours là, on est toujours présent même après cette période compliquée. Ces deux danseurs se sont rencontrés il y a 6 ans dans cette MJC spinalienne. Fans de hip-hop, chacun avait son style. Lui, breakdancer, elle, le hip-hop lyrique. Le mariage des genres a créé l'émotion artistique. On s'est dit que mélanger déjà les deux styles qui étaient différents pouvait donner vraiment un rendu déjà beaucoup plus poétique. Et la musique aussi était très touchante. On a trouvé que Grand Corps Malade et Camille Lelouch apportaient vraiment une touche un peu triste aussi, mais à la fois très amoureux aussi. Donc du coup, on s'est dit, voilà, apporter l'amour de la scène, l'amour de la danse, la culture, et apporter toutes ces valeurs dans ce clip. En un mois, sur les réseaux, ils ont réuni 6000 vues. Un début pour ce professeur de danse et cette étudiante qui s'inspire de ce qu'elle découvre à Lyon pour développer leur projet. Moi, j'aimerais énormément en fait ramener ce qu'il y a dans les grandes villes parce que je pense que on vit dans un département qui a énormément de potentiel maintenant. Il faut quand même développer quelque chose, inciter en fait à la création. Un peu plus, je pense qu'on n'ose pas assez comme on en est en fait dans une petite ville, mais je suis sûre que ça va se développer dans les prochaines années. Leur grand rêve, celui de créer leur propre studio de danse indépendant dans le secteur pour surfer sur l'engouement que suscite le breakdance qui intégrera les épreuves officielles des JO en 2024. Manger local et réduire la quantité de ses déchets, c'est évidemment possible aujourd'hui. Et c'est ce que propose l'atelier de Joanne en Moselle. La jeune femme vient tout juste d'ouvrir son épicerie zéro déchet en ligne et en drive. Les produits sont conditionnés dans des bocaux consignés et donc réutilisables. Rencontre avec Jean-François Ambroisi de Via Moselle TV sur place. Dans sa réserve, Joanne est en plein conditionnement. Là, c'est de la lentille qui vient de la ferme d'Avril. C'est de la lentille bio. Donc chez ce fournisseur, je prends aussi de la farine. Et donc là, on met 600 grammes par bocaux. Et avec ce sac en vrac de 25 kg, Joanne va en avoir à remplir des bocaux. Sur les étagères, 4000 sont déjà remplis. Des pâtes artisanales, des graines de chia ou encore du chocolat. Au total, près de 400 références issues de 52 producteurs. Avec comme leitmotiv, produire le moins de déchets possible. L'atelier de Joanne, en fait, c'est un drive objectif zéro déchet, puisque l'être totalement, pour l'instant, c'est assez utopique. D'avoir son sachet de pâtes ou son sachet de farine dans son placard, à la place, un bocal à la place, ça prend pas plus de place. Cette salle de stockage et de conditionnement est aménagée au domicile de Joanne. Au sous-sol, le garage, lui, deviendra le point de retrait des commandes réalisées sur Internet. Donc le client sonne à l'extérieur, j'arrive et je lui donne sa commande toute prête. Donc l'objectif, c'est aussi d'avoir une présentation de produits, de ce qu'on fait, voilà, donner envie aux clients de consommer. Le site internet est en ligne, opérationnel pour recueillir les premières commandes. Pour Joanne, le travail d'1 an est en passe de devenir concret. Après une bifurcation de 2 ans à travailler dans le périscolaire, cette fille d'agriculteur revient à son secteur de prédilection, l'agroalimentaire. En plus de cette alternative zéro déchet, Joanne propose une offre de produits locaux jusqu'alors absente sur le PIO. Il y a un petit encart les producteurs avec la carte et donc on voit tous les producteurs locaux. C'est une relation de confiance aussi puisque moi je vais quand même vendre leurs produits, donc on part d'un sac de 25 kg et on arrive sur un bocal. Dans tout ça, il faut garder l'image du producteur. L'atelier de Joanne est à présent ouvert depuis le 15 juin dernier. Le point de retrait est accessible du lundi au vendredi de 16h à 20h et le samedi de 10h à 13h. C'est un produit lui aussi écologique, mais vous ne le trouverez pas dans les cuisines, mais dans les toilettes. Dans le Val d'Oise, une entrepreneuse de 50 ans a créé une brosse à base de matériaux recyclés, végétaux et même marins. Une brosse éco-responsable donc et 100% française. Nettoyer ses toilettes sans laisser de traces, un sujet de roman étuin pour Via 95. Vous connaissez cette brosse ? Vendu dans une grande surface valdoisienne, ce balai-brosse est le produit phare de Biome Paris, une société installée à Chaumontel. En forme de feuille et sans poils,
Cette brosse qui ne ressemble à aucune autre doit permettre de nettoyer ses toilettes sans laisser de traces. Sa créatrice, Sandra Legueule, a voulu avant tout un produit 100% français. C'est la première fois qu'il y a un balai brosse qui a été créé en fait en France, qui est produit en France, qui est innovant, que ce type de produit en fait se trouve en grande surface. Là, on contribue aussi donc à l'économie française au lieu des brosses qui viennent d'Asie qu'on achète, qu'on jette. Si près de 45 000 clients se sont laissés séduire l'année dernière à près de 40 € la pièce, c'est parce qu'en plus d'être fabriqué en France, son produit se veut écologique. Entièrement construit à partir de plastique recyclé pour le manche ou encore de filaments de déchets de betterave pour l'embout, son dernier best-seller, lancé en novembre dernier, est même composé à 30% de coquilles Saint-Jacques, directement prélevées par un fournisseur en Normandie. Arrivée en France il y a près de 30 ans, en provenance des Pays-Bas, cette maman de 3 enfants a occupé plusieurs postes très qualifiés avant de lancer son entreprise en 2016. Il y avait beaucoup d'objets que je voyais au quotidien. Je me disais, voilà, ce modèle-là, en fait, ce produit-là a besoin d'être réinventé. Et à un moment donné, je me suis arrêtée en fait, sur le balai brosse pour les toilettes. Parce qu'enfin, vous connaissez tous les balais brosses qui deviennent très vite sales. Je voulais concevoir une brosse qui soit plus responsable et qui ait un impact en fait, moins important. Un pari qui fait mouche. Si près de 92% de ses ventes se font en France, son produit s'exporte de plus en plus en Suisse, en Allemagne, en Autriche ou encore dans son pays natal, les Pays-Bas. Voilà, ce sont des régions qui jouissent d'un cadre exceptionnel pour profiter des vacances et de l'été. Et 3 rédactions, le Courrier Picard, Paris-Normandie et Nord Littoral, ont décidé de publier un hors-série Côté mer, où à l'intérieur ils détaillent les richesses des côtes normandes, picardes et opales. Pour en parler, nous sommes en duplex avec des responsables de chacune de ces rédactions. Dominique Bouvier, bonjour. Jean-Marc Chevauché, bonjour. Et Stéphane Ciré, bonjour. Stéphane Ciré, on débute avec vous. Comment vous est venue l'idée de faire ce hors-série ? Alors l'idée de ce hors-série est venue du fait que, par exemple, Paris-Normandie a rejoint le groupe Rossel il y a tout juste 1 an. Donc nous avons appris à nous connaître pendant cette année. Et puis est venue cette idée de se dire, finalement, qu'est-ce que nous avons en commun entre le nord de la France et la Normandie. Il y a les titres en commun du groupe Rossel, c'est-à-dire Nord Littoral, le Courrier Picard et Paris-Normandie, avec chacun une façade maritime. On s'est dit c'est le trait d'union entre les 3 titres, donc on va montrer à nos lecteurs un peu les richesses de cette grande région de la Manche, qui borde la Manche, d'où l'idée de ce magazine. Alors vous, Dominique Bouvier, dites-nous, que trouve-t-on dans ce hors-série Côté mer de votre côté ? Comme le dit notre accroche de une, à laquelle on tenait beaucoup, c'est plus de 40 sites à découvrir. De Dunkerque à Cabourg, on est sur 4 heures de route environ. On a trouvé au moins 40 sites complètement insolites à conseiller. On a indiqué l'essentiel pour que chacun aille droit au but, ce qu'il ne faut absolument pas manquer. On a bâti le magazine en 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est la côte d'Opale. Le deuxième, c'est la côte picarde. Et le troisième, la côte normande. On a la photo qui présente bien le lieu, et ce qu'il y a aux alentours, où dormir, où manger, les spécialités locales à ne pas manquer non plus. Le côté insolite du lieu, on guide le lecteur encore plus avec le petit coup de cœur de la rédac qui va bien, un petit encadré à savoir qui parle d'histoire ou d'un événement sportif ou culturel récurrent chaque année. Au fond, vous, Jean-Marc Chevauché, ce hors-série, c'est l'occasion de valoriser vos territoires et de tordre le cou aux idées reçues, c'est ça ? Tordre le cou aux idées reçues, ça dépend lesquelles, parce que depuis quand même un certain nombre d'années, notamment depuis Bienvenue chez les Ch'tis, l'image du nord de la France a un peu changé, et on n'est plus aujourd'hui sur l'image un peu désuète du nord et de ce qui renvoyait. Hein. Aujourd'hui, on a quand même prouvé qu'on avait des atouts depuis très longtemps. Le Pas-de-Calais est toujours depuis déjà un bon nombre d'années le 3e département touristique de France. Alors évidemment que devant il y a les Bouches-du-Rhône ou le Var, mais le 3e est le Pas-de-Calais. Alors on en parle peu, mais il y a énormément de gens du nord de la France, des Belges, des Hollandais et puis des Anglais en plus des habitants du nord, qui passent leurs vacances dans le Pas-de-Calais, puisque le
le tourisme s'y est considérablement développé depuis une trentaine d'années. Voilà, merci à vous trois responsables de rédaction et bravo encore pour ce très beau et très complet hors-série qui donne envie de visiter vos régions. Côté mer s'achète évidemment en kiosque et sur Internet. Zoom à présent sur d'autres richesses de notre territoire. Partons cette fois-ci sur l'îlet des Ramiers en Martinique. Cette île n'est pas la plus touristique des Caraïbes et pourtant elle regorge de trésors historiques. L'association locale Carisco propose des visites guidées costumées pour découvrir l'histoire de ce petit bout de terre inhabité et de son ancien fort militaire. Un reportage de Marc-Olivier Drim pour Via ATV sur place. Le départ du jeu L'unité pour la famille est lancé. Au menu de la journée, une chasse au trésor sur l'îlet Ramiers. Mais avant d'atteindre le fort, l'accueil du commandant des lieux est sans ambiguïté. Question de sécurité, je veux 2 rangées, tels des soldats. On s'arrange par 2 rangs. Commence alors l'ascension, puis les 75 marches irrégulières pour atteindre la forteresse. Elles ont été construites pour empêcher l'avancée de l'ennemi. D'accord, c'était pour qu'ils puissent se prendre les pieds quand il y a une attaque, pour freiner l'attaque. Je joue le personnage de Bartholomé de las Casas, un moine évêque qui s'est battu pour la libération de l'esclavage des Amérindiens. Il a fait partie de ce qu'on appelle la controverse des Baladоïdes en 1656. C'est lui qui détient une partie des clés et des indices cachés au pied de ces murs épais chargés d'histoire. Les Kalina, ce sont eux qui ont colonisé toutes les îles des Antilles. Pendant plusieurs minutes, notre chef caraïbe remonte l'histoire. Et c'est ici que certaines devinettes trouvent leur sens. Ces morceaux de puzzle étaient cachés dans des morceaux de bambou qu'on devait chercher un peu partout dans la zone. Et donc, du coup, ça nous a stimulés. Donc, oui, c'était bien. Après le déboisement du site et la remise à jour de ce fort longtemps resté enfoui, aujourd'hui, Carisco veut réconcilier 4500 ans d'histoire culinaire, d'histoire linguistique, d'histoire amérindienne, qui occupent sans le savoir notre quotidien. En Corse maintenant, il est aussi des sites moins connus que les autres. Le désert de l'Agriate en fait partie. De nombreuses facilités existent pourtant pour le visiter. Des randonnées pédestres et familiales sont notamment proposées pendant la période estivale. 3 heures et 4 km de marche permettent notamment de rejoindre la fameuse plage de l'Ostriconi. On y admire aussi de magnifiques panoramas, explications recueillies par la rédaction de Via Télépaésé sur place. François-Xavier Montecatini. On part d'une base commune d'intervention en ce qui concerne le patrimoine bâti, le patrimoine naturel, et on explique un peu aussi comment ça se passe, le fonctionnement d'un site protégé. Voilà, donc d'une part c'est un éveil, une découverte de la nature, sans oublier vraiment les règles de protection. Ça demande aussi une certaine pédagogie. Je travaille beaucoup avec des supports photos. J'avais remarqué que sans ces supports, donc certains enfants ont du mal à rester concentrés, et souvent le reste du groupe en pâtissait sous forme de jeux et d'activités ludiques. Essentiel ou non essentiel, le débat, vous le savez, a agité le monde culturel pendant les confinements. C'est aussi le nom d'une exposition qui se tient actuellement au musée des Beaux-Arts de Limoges. L'artiste chinoise Xu Rui y dévoile plusieurs séries d'œuvres créées avant et pendant la pandémie. Elle revisite ainsi le genre classique et la nature morte à travers un ensemble de tableaux reflétant sa consommation à la fois personnelle et universelle. À sujet d'Alain Druot de la rédaction de 7 à Limoges sur place. C'est une jeune peintre diplômée de l'École nationale supérieure d'art de Limoges qui propose une vue de notre société de consommation avec essentiel non essentiel, une exposition au musée des Beaux-Arts. Le musée est un endroit très ancien. La première fois que je suis venue ici, je vois honnêtement la collection de musée, ça ne me plaît pas vraiment. Donc c'est pour ça que je me suis dit, alors si je vais faire le mieux. L'idée c'est je mets tous au même niveau sur les toiles. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, on peut mettre tous au même niveau de le raconter, on mélange des choses. C'est aussi l'occasion de confronter ces deux cultures, vue de Chine, vue de France. J'ai envie de raconter ma vie. Et tout ce que je me suis dit...
je consomme, donc je suis. Voilà, je prends une phrase de Descartes. Je ne sais pas si les choses sont vraiment essentielles ou non essentielles. Enfin, au final, ce qu'on interroge, c'est est-ce que l'art est essentiel? Mon résidence au musée avant, c'est tout à fait, c'est peindre leur portrait sur place. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, ça nous manque un peu. Et puis, on a besoin de ce regard dans les yeux et puis sans masque. C'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de l'avoir suivi sur vos chaînes locales de la TNT et sur TV5 Monde. On se retrouve pour une prochaine édition. À très vite, au revoir et bon courage.